Bonjour chers internautes, bonsoir suivant l'heure à laquelle vous me regardez. Bienvenue sur ma chaîne Matrix Diabolicum, donc, qui est aussi le livre que j'essaye de faire connaître depuis octobre 2024. Aujourd'hui, je vais essayer de développer un des thèmes que j'ai dans mon livre, qui est quelque part un peu la pièce maîtresse de la matrice dans laquelle je pense que nous vivons, mais je ne suis pas seul à penser que nous vivons dans une matrice. Et cette pièce maîtresse, c'est la notion d'égrégore. Alors, qu'est-ce qu'un égrégore? C'est une entité collective psychique issue d'une assemblée de participants qui œuvrent dans un même but, avec la même ferveur. C'est une entité collective qui est la somme des forces psychiques de tous les volontaires qui participent à un groupe qui œuvrent dans le même but. On l'appelle également une forme pensée. Selon certains chercheurs du paranormal, la pensée est un fluide sécrété par le cerveau, mais un fluide d'une matière autre que la matière ordinaire. Une matière issue de ce qu'on appelle l'astral. On verra ce que c'est que l'astral. Et donc, cette forme de matière est chargée de vigueur mentale, elle constitue une véritable puissance, elle peut donc être considérée comme une force agissante. Alors d'abord, je vais développer, pour ceux qui ne savent pas trop, ce que c'est que la notion d'astral. Alors la notion d'astral, c'est une sorte d'espace-temps parallèle au nôtre, en quelque sorte, qui parfois vient à notre rencontre, il y a des points de contact parfois, ou qui résonnent avec nous. Et dans cet espace-temps qui est autour de nous, dans une autre dimension parallèle, il existerait donc les émotions et les pensées sous forme d'images symboliques, des entités en général, peut-être des disparus, enfin peut-être, moi j'y crois moins, je vous expliquerai pourquoi, des entités diverses, donc anges et démons, et puis les fameux égrégores. Et puis il y a un monde tout entier dedans, un paysage changeant, influencé par l'état intérieur du voyageur qui le parcourt. C'est qu'une sorte de rêve, mais en beaucoup plus réel, beaucoup plus stable. Enfin stable. Pas aussi stable que notre monde, mais quand même un peu plus stable que dans les rêves. Alors, on voyagerait dans cet astral par ce qu'on appelle le corps astral. Une espèce de double énergétique de nous-mêmes qui permettrait les rêves lucides et les sorties hors du corps. Et donc, ce voyage astral, il se fait soit spontanément chez des gens qui ont le don, parfois il y en a qui ont depuis la naissance, depuis l'enfance en tout cas, par méditation aussi profonde, pour y arriver semble-t-il, je n'ai jamais essayé personnellement, technique de relaxation et parfois à l'entrée ou à la sortie du sommeil. Alors, soit dit en passant, n'avez-vous jamais remarqué qu'à l'entrée du sommeil, on reçoit, le terme est volontaire, parfois des pensées qui n'ont rien à voir avec nos préoccupations du moment, comme si ces pensées étaient étrangères à notre cerveau. Signant ainsi la possibilité, comme certains chercheurs, comme Philippe Guillemot, le pensent, que la conscience est un phénomène non local, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de notre cerveau, mais qu'on serait comme une radio qui capterait un espace, ce qui se passe des vibrations d'un espace. Alors voilà, aussi étrange que ça paraisse, les physiciens imaginent donc l'existence d'autres espaces-temps, et pourquoi pas celui de l'astral, dans lequel une matière exotique aurait des propriétés qui lui seraient propres. En l'occurrence dans l'astral, un peu plus subtile, un peu plus changeante, un peu plus, disons, souple, on va dire. Alors, tout de suite, je vais faire une précaution immédiate. L'égrégore, quand on aborde le thème des égrégores, on arrive tout de suite sur le thème du spiritisme, parce que c'est généralement par là qu'on aborde le phénomène des égrégores. Alors tout de suite, j'avertis, n'essayez pas de vous livrer chez vous à des expériences de spiritisme. C'est une pratique très dangereuse qui peut déboucher le cas échéant sur des possessions comme dans le film L'Exorciste. Heureusement, c'est pas si souvent que ça, heureusement. Mais ça peut arriver et
celui qui le subit, il s'en souvient toute la vie, s'il reste en vie d'ailleurs. Voilà. Je vais vous passer d'ailleurs une petite vidéo à ce sujet d'un monsieur qui pratique le voyage astral, dit-il, depuis sa jeunesse, et qui met en garde justement contre les pratiques du spiritisme. Une grosse erreur, c'est de croire que faire du spiritisme ou du Ouija ne présente pas de danger. Il y a effectivement quelque chose à savoir au départ, c'est qu'on communique quasi exclusivement avec les créatures des mondes inférieurs avec ce système-là. Bien que la tablette ou la table prétende par le biais du code qui est utilisé que c'est votre grand-père, votre grand-mère, un être de lumière ou Dieu sait quoi encore, c'est en général, quand je dis en général, c'est 99,999% faux. C'est une créature énergétique qui cherche à avoir du pouvoir sur vous et elle va commencer à avoir du pouvoir sur vous en vous disant des choses, par exemple, vraies, ou bien que vous êtes les seuls à savoir. À partir du moment où cette relation de dépendance va s'instituer, petit à petit, vous allez devenir la chose de la créature, vous allez devenir son esclave. Donc, à l'occasion d'une séance de spiritisme ou à l'occasion de pratiques telles que le satanisme, vous avez une forte probabilité de devenir beaucoup plus vulnérable à ça, parce qu'on a des défenses naturelles, et vous acceptez en quelque sorte d'être vulnérable, et certaines personnes vont jusqu'à le fait d'être complètement possédées par les entités qu'ils ont appelées. C'est exactement le même processus qui consiste dans certaines pratiques soi-disant, entre guillemets, de bouddhisme tibétain, par exemple, d'invoquer des divinités. Immanquablement, on va invoquer des divinités prédatrices, qui vont donc utiliser l'être humain comme une vache à lait et les réduire en esclavage. Donc oui, c'est dangereux. Ne faites absolument pas ça, ne le faites jamais. Alors maintenant, une fois qu'on a défini l'égrégore, je vais vous parler donc d'une exploratrice française, originaire de Digne-les-Bains, qui s'appelle Alexandra David Neal, qui aurait réussi dans ses voyages au Tibet à créer ce qu'on appelle un tulpa. C'est l'équivalent tibétain des égrégores. Elle le voyait donc comme une sorte d'exercice d'entraînement psychique basé sur une concentration intense et prolongée. Elle voulait vérifier par elle-même l'existence de ces phénomènes selon les enseignements reçus au Tibet. Elle a choisi donc de créer un tulpa sous l'apparence d'un moine jovial, trapu, de petite taille, qu'elle nomma son tulpa moine. J'avais commencé mon expérience dans une solitude et une atmosphère propice. Alors ça, c'est celle qui le dit dans son livre, que je vais vous mettre en insertion. J'avais commencé mon expérience dans une solitude et une atmosphère propice à ce genre de création. J'avais pensé et imaginé ce moine. J'avais peu à peu fixé dans mon esprit son apparence physique dans ses moindres détails. Il était trapu, de petite taille, l'air jovial, un peu balourd. Je l'avais doté d'une existence fictive et j'avais entrepris d'en faire une réalité par un processus de visualisation et de concentration prolongée avec l'aide de moines tibétains. Alors, initialement, ce tulpa était parfaitement docile et semblait être une simple hallucination d'ailleurs qui n'était pas encore visible au premier stade. Elle sentait des vents, elle sentait des contacts de temps en temps physiques. Voilà, ça se réduisait à ça. Cependant, au fil des mois, elle commença à le percevoir plus distinctement comme une entité indépendante. Et c'est là que l'expérience a pris une tournure inattendue. Il gagna en réalité sensorielle, c'est-à-dire que d'autres personnes qui l'accompagnaient, son fils adoptif par exemple, commencèrent apparemment à percevoir l'entité, lui attribuant parfois de petites tâches. Alors, il semblerait qu'il puisse agir sur la matière, qu'il ait pu agir sur la matière, et donc certains ont pu remarquer sa présence. Son apparence changea. L'entité cessa d'être le joyeux moine qu'elle avait imaginé. Mais le moine évoluait. Son air jovial et un peu balourd s'était peu à peu mué en une expression malicieuse et moqueuse. Il devenait de plus en plus gros et gras, sa face s'épaississait, son attitude devenait hostile et inquiétante. Donc Alexandra David Neal comprit que son tulpa avait acquis une autonomie dangereuse et elle dut employer toutes ses forces pour le désintégrer. Il faut savoir que dans un premier temps, elle a mis plusieurs mois avant de créer son tulpa. Ça ne se fait pas comme ça. Surtout quand on est seul. Déjà, un égrégore, quand on est plusieurs, c'est déjà pas évident, alors tout seul, c'est encore un exploit. Alors, elle a dit, j'ai dû faire un effort terrible pour le désintégrer. J'ai passé plusieurs jours à la rue de Besogne, d'ôter la vie à la créature que j'avais moi-même engendrée. Enfin, je parvins à en faire une absence totale, puis à le faire s'évanouir.
Elle conclut que cette expérience lui a démontré la puissance de l'esprit dans la création de formes et la fragilité finalement de distinction qu'on peut faire entre le réel et l'illusoire. Ça rappelle donc justement la matrice déjà. Alors, dans une autre expérience, cette fois-ci à Toronto, en 1972, l'expérience Philippe, P-H-I-L-I-P, Philippe en anglais. De nombreux chercheurs du paranormal soupçonnaient que certaines manifestations fantomatiques n'étaient pas dues à des esprits, mais étaient produites en fait par l'esprit humain lui-même. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y avait aussi des esprits, en l'occurrence des esprits du bas astral, des démons. Alors, pour tester cette idée, une expérience fascinante a été menée donc en 1972 au Toronto Society for Psychical Research pour voir s'il pouvait créer de toutes pièces un fantôme. L'idée était d'assembler un groupe de personnes qui constituerait un personnage complètement fictif. Puis, par séance, voir s'il pouvait le contacter, recevoir des messages et assister à des phénomènes physiques divers. Et peut-être même, qui sait, à une apparition. Alors, donc, ce groupe, sous la direction du docteur Owen, a rassemblé un groupe de 8 personnes, dont aucun ne prétendait avoir de dons psychiques. Alors, il y avait son épouse, il y avait un designer industriel, un comptable, une femme au foyer, un étudiant en sociologie, etc. La première tâche du groupe était de créer le caractère, l'historique de ce personnage. Donc ensemble, ils ont écrit une biographie du personnage qu'ils ont appelé Philip Aylesford, A-Y-L-E-S-F-O-R-D, Aylesford. Le groupe Owen, comme on l'a appelé, a même enrôlé des talents artistiques parmi l'un de ses membres pour esquisser un portrait de Philippe. Avec la vie et l'apparence de leur création maintenant fermement établie, le groupe a commencé la deuxième phase de l'expérience, le contact. En septembre 1972, le groupe a commencé ses rassemblements et des séances dans lesquelles il discuterait de Philippe et de sa vie, méditer sur lui et essayerait de visualiser leurs hallucinations collectives plus en détail. Ces paramètres effectués dans une pièce entièrement éclairée ont duré environ 1 an, sans résultat. Vous avez de la suite dans les idées. Certains membres du groupe ont parfois affirmé qu'ils ressentaient une présence dans la salle, mais aucun résultat qui pouvait envisager une sorte de réelle communication avec ce Philippe. Alors ils ont changé de tactique. Le groupe a décidé qu'il pourrait avoir plus de chance s'il tentait de reproduire l'atmosphère d'une séance spirit classique. Ils ont éteint la lumière de la pièce, se sont assis autour d'une table, chanté des chansons, se sont entourés de photos du type de château qu'ils imaginaient où Philippe aurait vécu, ainsi que les objets de cette période. Donc il était des années 1600 et quelques, du temps de Cromwell, le personnage. Ça a marché, contre toute attente. Pendant une soirée, le groupe a reçu sa première communication de Philippe sous la forme de bruits de rap sur la table. Bientôt, Philippe répondait aux questions posées par le groupe. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Ça, c'est classique en spiritisme. Il savait que c'était Philippe parce que, ils lui ont demandé. Bon. Ils sont pas très curieux, mais bon. Les séances ont décollé, de là produisant une gamme de phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués scientifiquement. À savoir, la table commençait à bouger, elle lévitait, même se mettait parfois sur un seul pied, des fois ils étaient obligés de se lever pour la suivre, donc il était exclu que ce soit des mouvements involontaires des participants. Pour soulever une table, voire la mettre sur un pied, c'est pas la même. Grâce à la communication par la table, le groupe a pu établir des détails plus fins sur la vie de Philippe. Mais, à bien vérifier après, il s'apercevait que ça ne dépassait jamais ce que l'un ou l'autre des participants avait en tête vis-à-vis de ce personnage. Donc, dans cette création, comme je disais, il semblait qu'il n'y avait aucune information qui dépassait ce que l'un ou l'autre des membres du groupe n'avait à l'esprit. Donc ça provenait bien, c'était bien une création provenant du groupe.
Alors certains ont même à un moment cru entendre des chuchotements, mais bon, ils n'ont jamais pu capturer ça sur bande. Par contre, là, les pouvoirs psychocinétiques, comme je l'ai dit, étaient évidents. Hein. Déplacement de table assez important. Et il faisait allumer ou éteindre les lumières où il se trouvait. Des choses comme ça. Voilà. Et puis, quand ils étaient au-dessus de la table, ils sentaient un contact différent avec la table, une sorte de picotement électrique, enfin une sensation différente. À quelques reprises, une belle brume se formait au centre de la table. Le plus souvent, le plus étonnant, le groupe a rapporté que la table était parfois animée et qu'elle se précipitait parfois pour rencontrer certains des retardataires à la session. Ça, c'est étonnant. Hein. Voilà. Le point culminant de l'expérience était une séance menée devant un public de 50 personnes. La session a même également fait l'objet d'un documentaire télévisé. Heureusement, Philippe n'a pas été intimidé et a joué au-dessus des attentes. Outre les déplacements de table, il a fait des bruits dans la pièce, il a fait clignoter des lumières. Et le groupe a atteint la lévitation complète de la table, donc de quelques centimètres. Voilà. Donc ça devant des caméras, on doit retrouver, je vous mettrai d'ailleurs une vidéo qui représentait cette expérience. Alors, mais par contre, ils n'ont jamais réussi à le faire se matérialiser finalement. Alors l'expérience Philippe a connu un tel succès que l'organisation de Toronto a décidé de l'essayer à nouveau avec un groupe de personnes complètement différents et un autre personnage fictif. Après seulement 5 semaines, le nouveau groupe a établi un contact avec leur nouveau fantôme, Lilith. Alors Lilith, tout un programme, c'est le nom d'un démon femelle dans la Kabbale juive. Alors ce Lilith était un espion canadien-français. D'autres expériences similaires ont évoqué des entités telles que Sébastien, un alchimiste médiéval, et même Axel, un homme du futur. Alors tous, bien entendu, étaient complètement fictifs, surtout évidemment l'homme du futur. Mais tous ont produit une communication inexpliquée au travers de la table. Enfin, un groupe de Sydney en Australie a tenté un test similaire avec l'expérience Skippy. C'est pas le kangourou là, c'est la vieille série Skippy le kangourou. Non, c'était Skippy Cartman, une fille qui n'a jamais existé, australienne de 14 ans, qui pareil a réussi à communiquer assez rapidement par la table. Alors, certains concluaient que les fantômes n'existent pas, que de telles choses n'étaient le fait que d'esprit, de notre propre esprit, et que donc l'inconscient était responsable de ce genre de phénomène. Donc l'égrégore, quoi. Un autre point de vue était que même si Philippe était complètement fictif, le groupe Owen a vraiment contacté le monde des esprits. Ça, je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Et quand je dis esprit, ce n'est pas des disparus, hein, ce sont des esprits malins, des démons. Parce que généralement, comme vous avez vu dans la vidéo que j'ai passée, on récolte surtout le bas astral dans ce genre d'expérience, donc les démons. Dans tous les cas, les expériences ont prouvé que les phénomènes paranormaux sont bien réels. Et comme la plupart de ces enquêtes, ils nous laissent plus de questions qu'une réponse sur le monde sur lequel nous vivons, comme vous pouvez vous en douter. Voilà. Alors ensuite, nous avons un cas qui s'appelle Ted Serios, S-E-R-I-O-S, vous pouvez le retrouver sur Internet. Il prouve pas directement l'existence des égrégores, mais par contre, il prouve la puissance de création de l'esprit humain. C'est un monsieur qui arrivait à projeter des images directement par l'esprit sur des pellicules photographiques, ce qu'on appelle la psychophotographie. Il a été soumis à une étude poussée dans deux laboratoires au début des années 70. Et donc, une étude a été réalisée par Jules Eisenbud à l'université de Denver et a été publiée dans le journal of
the American Society for Psychical Research. Au cours d'une série de tests, Serios fut apparemment capable d'impressionner une pellicule de Polaroid simplement par sa pensée. Alors évidemment, il était étroitement surveillé, et puis on ne peut pas changer un truc de Polaroid comme ça sans que ce soit visible. Donc a priori, aucune explication rationnelle n'a pu être avancée sur sa capacité à créer des images directement sur des pellicules. Alors hormis ça, on a eu aussi des concepts scientifiques ou pseudo-scientifiques qui se rapprochent des égrégores. Alors par exemple, on avait les travaux de Rupert Sheldrake, Sheldrake, sur ce qu'on appelle les champs morphogénétiques ou champs morphiques. Il proposait une hypothèse alternative pour expliquer la morphogénèse dans la biologie, généralement, c'est-à-dire l'acquisition de formes et d'organisation dans les systèmes biologiques, chimiques et physiques, et la transmission d'une information par une voie qu'on n'a pas encore compris, qui s'appelle les champs morphiques. Sheldrake postulait l'existence, je ne crois pas qu'il soit mort. Sheldrake postule l'existence de champs organisateurs immatériels qui sont responsables de la forme, de la structure et des comportements des systèmes, donc généralement vivants. Ces champs ne sont pas fixes mais évolutifs et contiennent une mémoire collective pour chaque type de système. Alors, des cristaux, des protéines, des organismes, des sociétés entières, voilà. Un des moteurs de ce phénomène, il l'appelle la résonance morphique. C'est le mécanisme par lequel cette mémoire est transmise. Les systèmes similaires, par exemple, partout dans le monde, tous les cristaux d'un certain composé ou tous les individus d'une espèce, par exemple, sont influencés par les systèmes passés du même type. C'est-à-dire que plus un phénomène se produit dans le passé, dans un groupe homogène, plus il sera facile d'apparaître le coup d'après, comme si la nature fonctionnait sur la base d'une sorte de mémoire inconnue, globale. Égrégore, on appelle, donc ça correspond effectivement à ce que peut être un égrégore. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme vérification expérimentale de tout ça? Alors, avec des cristaux, par exemple. Il a observé que de nouveaux composés chimiques se formaient de façon plus rapide et plus facile dans les laboratoires du monde entier après les premières formations, sans aucune transmission d'aucune information sous forme de physique, ou alors sous une modalité inconnue. Selon Sheldrake, les cristaux formés antérieurement rendent la formation de nouveaux cristaux similaires plus probable via cette résonance morphique. Chez les rats aussi, à qui on a appris des choses, il se réfère aux expériences menées par des chercheurs comme William McDougall, DOUGA2L, des rats entraînés à résoudre un labyrinthe montraient que les générations suivantes de rats de la même souche, même nés dans des lieux différents, très éloignés, apprenaient à résoudre le labyrinthe plus rapidement, pourvu qu'ils soient de la même souche, ce qui semble concerner des individus qui sont issus de la même biologie. Sheldrake interprète cela comme la transmission d'une nouvelle habitude, une sorte de culture, par résonance morphique à l'ensemble de l'espèce ou de la lignée. On a aussi des cas humains. L'hypothèse de la résonance morphique suggère que si un groupe de personnes apprend une nouvelle compétence, cette compétence devrait être plus facile à acquérir par d'autres personnes ailleurs dans le monde sans contact. Alors c'est une sorte d'après lui, c'est une sorte de télépathie culturelle en quelque sorte. Voilà. On a par exemple l'exemple des chiens oui, une sorte de télépathie quand les chiens savent que leur maître va bientôt arriver chez eux, par exemple, ou entre les humains, qui relie donc la télépathie entre humains, qui relie donc au champ morphique. Voilà, il y a aussi donc là, dans un autre domaine de la psychiatrie, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif de Jung, psychiatre, adepte de Freud.
L'inconscient collectif, selon Jung, c'est la couche la plus profonde de la pensée. Elle est commune à tous les êtres humains et elle est héritée génétiquement, et non pas acquise donc par l'expérience personnelle. Alors, elle se transmet parce que cet inconscient collectif se transmet à tout le monde par ce qu'il appelle des archétypes, c'est-à-dire des symboles qui sont communs à tout le groupe global et qui reviennent dans toutes les cultures. Alors, il y a de nombreux archétypes. Il en a, les plus importants sont par exemple, c'est lui qui appelle ça la persona. Là, ce qu'il appelle la persona comme archétype, c'est le masque social dont nous présentons au monde, le masque qu'on affiche. Il y a l'ombre, la partie refoulée, le côté sombre de la personnalité. L'anima et l'animus. Alors, ce qu'il appelle l'anima, c'est le principe féminin présent dans la psyché de l'homme. Et inversement, l'animus, c'est le principe masculin dans la psyché de la femme. Il représente la qualité du sexe opposé intégré chez l'individu. Là, je pense que les woke ont pioché là-dedans pour la transition de genre. Bon, je suppose. Alors, il y a ce qu'ils appellent le soi aussi. C'est l'archétype central qui représente la totalité de la psyché de l'individu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a comme des preuves de cette histoire d'inconscient collectif? Alors, il s'est aperçu que les mythes et les légendes ont des récurrences universelles de thèmes de personnages, comme par exemple les héros, les sages, la mère, ce qu'il appelle le trickster, c'est-à-dire un personnage un peu démoniaque qui trompe les gens, qui est farceur. Bon, je ne sais pas où il était chercher ça. Il y a les récits aussi, comme le déluge biblique, qui se retrouve un peu partout. Il y a la création du monde aussi. Et ça, dans des cultures très éloignées. Dans les rêves aussi. Dans beaucoup de rêves, il y a des motifs, des symboles, des images qui reviennent un peu dans toutes les cultures. Dans les psychoses aussi, ça s'est aperçu que chez les psychotiques partout dans le monde, des mêmes images revenaient dans les descriptions, dans les dessins que font les psychotiques. Voilà pour ce qui est de l'inconscient collectif. Enfin, c'est pareil, donc ça peut faire penser également à une forme d'égrégore. Alors, on a eu aussi des travaux en psychokinèse de ce qu'on appelle le Princeton Engineering Anomalies Research, PEAR, dirigé par le docteur Robert Jahn, J-A-H-N, et Brenda Dune, D-U-2-N-E, si vous voulez chercher sur Internet. Donc, ces gens-là utilisaient ce qu'on appelle des générateurs de nombres aléatoires, c'est-à-dire des machines qui avec un processus physique électronique ou nucléaire, par exemple, fabriquent du hasard. On utilise en physique souvent ce genre d'appareil. Et donc les opérateurs tentaient par la pensée de changer les résultats de l'appareil, c'est-à-dire les forcer, par exemple, à faire des 1 plutôt que des 0, si on pense en binaire, ou l'inverse. Et ils se sont aperçus que, effectivement, statistiquement, ce genre de manipulation avait des résultats statistiques relativement faibles, mais quand même qui sortaient de l'épure du hasard. Surtout quand ils y mettaient beaucoup de monde dessus. Et plus ils mettaient de monde, plus l'écart était perceptible. Ce qui fait là aussi penser à l'égrégore. On a aussi ce qu'on appelle l'effet Maharishi, du nom de son inventeur, qui est un Indien, qui fait de la méditation transcendantale. Ce type de recherche est un exemple d'expérience sociale à grande échelle. Là, il utilise des milliers de méditants en méditation transcendantale pour fabriquer ce qu'ils appellent des égrégores de paix. L'hypothèse qu'il a, ce monsieur, il postule que si un nombre suffisant d'individus, qui correspond, alors je ne sais pas selon quelle modalité, si on arrive à avoir la racine carrée de 1% de la population, il dit que ça peut avoir donc une influence importante sur la zone dans laquelle cette méditation est créée. Ça crée ce qu'il appelle un champ de conscience collective. C'est l'équivalent de l'égrégore en fait. Qui réduit la négativité et la violence dans la zone environnante. C'est donc, comme je disais, un égrégore de paix, intentionnellement créé.
Alors, des études ont été menées dans diverses villes, notamment par exemple Washington DC, où un groupe de plusieurs milliers de méditants s'est réuni pendant une période donnée. Alors, les résultats allégués, les chercheurs affiliés donc à cette association, la méditation transcendantale, ont souvent rapporté une baisse statistiquement significative du taux de criminalité, d'accidents de la route et autres indicateurs de stress social dans la ville pendant les périodes de méditation collective, et ça par rapport aux périodes de contrôle où il ne se passait rien. Voilà. Donc encore une. Alors évidemment, on peut dire oui, mais ils peuvent faire bidonner les résultats pour faire la pub de la méditation transcendantale. Sauf que dans ce genre d'expérience, les méditants n'étaient pas rémunérés, d'après ce que j'ai pu entendre. Donc, je ne vois pas l'intérêt et ça ne leur apporte pas grand-chose, en fait. Hein. Alors, en quoi la connaissance des égrégores est importante? Ben, en fait, comme tout rassemblement de personnes œuvrant dans un même objectif et avec une certaine ferveur suscite la création d'un égrégore, on est tous à un moment ou à un autre, sans le savoir, sujets à pouvoir être influencés par un égrégore. Parce que l'égrégore qui est un être psychique, donc qui est la somme des attentes de tout le groupe, mais là-dedans, il y a un danger, c'est que quand on est dans ce genre de choses, de groupes, sans le savoir, la plupart du temps, il y a des égrégores qui s'ignorent. Hein. Mais en fait, on troque son indépendance de pensée sans s'en rendre compte par la pensée de groupe, et on est influencé par l'égrégore lui-même, en fait. C'est pour ça, peut-être, que dans les foules, même des gens qui individuellement ont une certaine intelligence, une certaine indépendance d'esprit, de réflexion, deviennent en fait dans un groupe un peu comme des moutons idiots. C'est-à-dire qu'ils sont complètement absorbés par la pensée de groupe. C'est pour ça que les foules sont souvent incontrôlables. Alors on a quelques exemples d'égrégores. Déjà par excellence, les religions. Les religions, c'est vraiment le cadre par excellence de création des égrégores, parce qu'il y a une ferveur, il y a des réunions régulières, il y a une mystique, donc c'est idéal pour la création d'égrégores. Les partis politiques aussi, les associations de toutes sortes, surtout autour des valeurs morales, philosophiques, etc. Le sport, tout ce qui est sport qui crée beaucoup de ferveur. Les concerts, les grands concerts, bien entendu. Voilà. Donc, comme je disais, dans un égrégore, sans le savoir, on troque une partie de son libre arbitre en échange d'une force qu'apporte le groupe, mais avec les dangers de changement de psychologie. Alors maintenant, une fois que je vous ai donné quelques indices d'existence possible des égrégores, il ne faut pas perdre à l'esprit qu'on peut avoir aussi affaire, toujours là, à des manipulations, donc, comme je l'évoquais plus haut, d'esprit réel, démoniaque en l'occurrence, parce que comme l'expliquait celui que j'ai passé tout à l'heure, en fait on récolte dans ce genre de séance des entités du bas astral, c'est-à-dire comme par exemple les démons, et qui donc ont une certaine volonté et intérêt à nous faire passer pour des dieux, pour nous flatter, et puis pour exploiter notre orgueil, si vous voulez, pour nous prendre pour des dieux, etc., etc. Ce qui n'empêche pas je pense qu'on a quand même un pouvoir de création. Alors maintenant, quand on a affaire à plusieurs milliers de méditants qui travaillent pour la paix, par exemple, l'intérêt des démons, là, ils se tirent carrément une balle dans le pied, hein, parce que là, ils travaillent à contre-production, là. Parce que si ça réduit la criminalité et autres, leur nourriture habituelle, qui est la violence, les combats divers, sexualité débridée, orgueil, etc., avidité de toutes sortes, ça a tendance à diminuer, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, on a quand même, je pense, des indices
quand même nombreux de l'existence de cette entité qu'on appelle un égrégore. Voilà. Bah, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, il faut mettre des pouces, faites claquer les pouces en l'air. Des commentaires, je veux bien des commentaires, j'en ai pas pour l'instant, j'y répondrai bien volontiers. Et bah, écoutez, si ça vous a plu, je vous dis à une prochaine fois.